Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le président Patrice Talon promet ne pas briguer un troisième mandat. Il a martelé ce week-end au cours du deuxième sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie. En Côte d'Ivoire, les deux anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konaté Dièye, désormais unis contre le pouvoir Ouattara, ils l'ont exprimé ce week-end. Et puis le Sénégal s'apprête à produire son propre vaccin. Le pays a annoncé la signature d'un accord pour la construction et la production d'un vaccin contre la Covid-19 et les maladies endémiques. Bienvenue à toutes et à tous. Au thème du second sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie, où le week-end écoulé, le chef de l'État Patrice Talon a honoré les participants de sa présence. Au cours de cette visite, il a été interpellé sur le virus du troisième mandat au sein de l'organisation régionale, un troisième mandat que le chef de l'État promet ne pas faire. Suivez ici les propos du professeur David Dosset, suivi du président de la République, Patrice Talon. L'espace communautaire a adopté le protocole additionnel en 2001 sur la bonne gouvernance et la démocratie. Pourtant, nous assistons à un recul démocratique ces dernières années. Le virus du troisième mandat en Afrique, nouvelle forme de coup d'État, a atteint l'Afrique de l'Ouest et bouscule la vie dans nos nations. Excellence, votre pays peut-il produire un vaccin contre cette pandémie? Nous voulons bien le croire, car la Constitution béninoise stipulant qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Pourriez-vous alors accepter ce témoin symbolique pour que Cotonou devienne la capitale de la limitation de mandats en Afrique? La symbolique du 2 se retrouve dans ce témoin africain comme le nombre de mandats maximum que nous défendons dans le continent. S'en suivra une campagne panafricaine de mobilisation autour de la limitation de mandats pour une dévolution démocratique. J'ai en tout cas l'obligation de ne pas donner de leçons. Vous comprenez donc quelle est ma fierté, comment je suis honoré de défendre sur la terre béninoise cette vertu qu'on attend des gouvernants, de ne pas se prendre pour Dieu Tout-Puissant, l'Éternel. Vous avez l'audace. Comme cela est dans l'ADN de la jeunesse, l'audace. Vous avez l'audace de l'évoquer, de vous décider de porter cet engagement au-delà de nos frontières. Et je voudrais vous saluer pour ça. Je voudrais pouvoir m'associer à cela. Mais je voudrais vous exhorter dans la promotion de cet idéal de ne pas trop citer le président Talon. Bien que ce relais que je viens de saisir avec beaucoup de responsabilité, parce que je mesure le symbole que c'est, je mesure la portée du symbole. Et devant vous, combien je veux m'engager et vous prendre à témoin pour passer ce relais le 3e dimanche du mois de mai 2026 à celui qui aura la confiance du peuple béninois. Et puis toujours ce week-end, à Cotonou a débuté le séminaire national sur la stratégie de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Les travaux de ces assises ont été lancés en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Suivez le compte rendu de Samson Oké et Fiac Vriton.
Ils sont venus des universités du Bénin, des institutions de la République pour participer à ce séminaire national consacré à l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et à l'innovation. Une assise à l'initiative du chef de l'État dont l'objectif est de trouver des solutions aux nombreuses faiblesses qui plombent l'enseignement supérieur. Dans son discours, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eleonore Yayi Ladékan, a repréciser le contexte de l'organisation de ce séminaire. L'enseignement supérieur devient ainsi une machine qui forme au chômage au lieu d'être le moulin d'où sort l'intelligentsia de développement. Monsieur le Président de la République, c'est pour redresser la pente que vous avez décidé d'inscrire dans votre agenda d'action qui commence déjà à parcourir, dans le cadre de votre mandat renouvelé par le peuple béninois, la mise en place d'une stratégie pour sortir le sous-secteur de cette étoffe peu admirable. Pour ce faire, votre gouvernement a créé et rendu immédiatement opérationnelle une commission chargée de l'élaboration d'une stratégie de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Pendant environ 2 mois de durs travaux de conception et d'échange avec les orientations du Conseil national de l'éducation, la Commission a déposé le rapport de ces travaux. L'objectif du présent séminaire, mesdames et messieurs, est de présenter et partager avec le monde universitaire, dans sa diversité, la substance des conclusions auxquelles ont abouti les diverses concertations que votre haute autorité a bien voulu organiser sur le contenu de la réforme. Les conclusions issues de ces assises aboutiront à de grandes réformes dans le monde universitaire, et ceci dans toutes ses composantes. C'est une réforme audacieuse que les présentes assises annoncent. Elle nous engage à définir les lignes directrices d'un programme d'envergure capable de soutenir la promotion et le développement de la composante universitaire de l'éducation nationale. Ceci dans toutes ses dimensions, à savoir l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, l'innovation et la technologie. La fonction de l'enseignant-chercheur sera restaurée. La noblesse associée à cette profession recouvrée et votre contribution au développement économique et social au bien-être des populations fera l'unanimité. Les travaux de ce séminaire national ont été officiellement lancés en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Et le chef de l'État, à l'entame des travaux, a exhorté les participants à faire preuve d'une grande rigueur et d'assiduité afin de sortir des propositions concrètes pour un véritable essor de l'enseignement supérieur. On écoute le président Patrice Talon. Comment reconnaître que chaque communauté humaine a le devoir de se construire génération après génération. La communauté béninoise a l'obligation de se construire, elle aussi, génération après génération. Je voudrais vous exhorter à prendre votre part. Chacun de vous a joué votre rôle devant l'histoire. De sorte que, un jour, et Dieu prêtera longue vie à chacun pour que, sous nos yeux, nous puissions constater que notre pays a fait du chemin, que désormais, notre pays fait du chemin, et que chacun puisse dire, moi aussi, j'y ai contribué. Par mes peines, par mes efforts, par de l'abnégation. Moi aussi, j'ai pris une part du mérite. La volonté, l'engagement de construire notre pays doit être partagé par tout le monde. Il n'y a aucun doute que les échanges vont s'effectuer dans un cadre convivial, peut-être avec beaucoup de peine,
Parce que, au sortir de nos échanges, il devra être établi que quelque chose s'est passé. Il devra être établi que quelque chose s'est passé. Que vous avez eu de l'audace. Et c'est à cela que je voudrais vous exhorter pour finir mes propos, de l'audace. Et puis au registre santé, le bureau exécutif national de la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin, eh bien, ce bureau a été installé samedi dernier. La cérémonie a connu la présence de quelques autorités politico-administratives. Suivez le compte rendu de Clémence Tonoucoin et Jean-Baptiste Boko. L'Association nationale des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin se mettent ensemble pour mieux défendre les intérêts de leur corporation. Elles ont procédé ce samedi 10 juillet à l'installation officielle du bureau exécutif national de leur fédération. Pour le président du conseil d'administration de la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin, Caliste Adé, l'événement de ce jour n'est pas un fait de hasard. Nous avons définitivement compris que nul n'est heureux tout seul et que les acteurs de ce secteur de la pharmacopée et de la médecine béninoise doivent se donner la main, s'unir, aller dans la même direction et ne plus laisser la place aux démons de la division. Des comportements de certains responsables ont conduit les acteurs de la médecine conventionnelle à être méfiants vis-à-vis de leur maman chérie qu'est la médecine traditionnelle. Les attentes de nos populations en termes de soins de qualité sont nombreuses. C'est une prestation de serment qui a consacré la prise de fonction des membres de la fédération. Monsieur le Président, je me jure. Le président de la Fédération, Basile Badjito, place son mandat sous deux priorités. La première est la valorisation des acteurs de la médecine traditionnelle. Ce travail est indispensable pour la productivité et la production du secteur. Sur ce chantier, nous aurons au programme l'assainissement de notre corporation, la formation des praticiens, l'information sur les opportunités, l'accompagnement des praticiens dans la saisie des opportunités. La seconde est l'amélioration de la contribution des acteurs de la médecine traditionnelle à l'économie du pays. Le ministère de la Santé, représenté à la cérémonie par Jacques Kassavi, a fait quelques recommandations à la Fédération pour une véritable renaissance de la médecine traditionnelle au Bénin. La renaissance de la médecine traditionnelle passe nécessairement par les bonnes pratiques, le contrôle de toxicité, la vérification de la composition chimique des plantes, l'efficacité et l'innocuité des médicaments, toutes choses qui éloignent la contestation et mettent les patients en confiance. Le secrétaire général du conseil d'administration de la Fédération invite les acteurs de la médecine moderne à une collaboration pour le bien-être des populations. Nous invitons une fois encore la médecine conventionnelle, les acteurs de la médecine conventionnelle à nous rejoindre, à nous tendre la main pour qu'ensemble on puisse relever le défi qui est de sauver l'humanité. Au cours de la cérémonie, quelques principes et valeurs de la médecine traditionnelle ont été rappelés à tous les membres de la fédération. L'actualité sur le continent à présent en Côte d'Ivoire. Les deux anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié affichent désormais leur unité de retour au pays depuis le 17 juin. Laurent Gbagbo s'est entretenu avec son homologue Henri Konan Bédié. Ensemble, les deux hommes font front commun pour s'opposer au pouvoir Ouattara. Suivez leur déclaration. Cette réconciliation se fera
par une volonté forte du chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, de tous les acteurs politiques dont nous sommes, la mise en place d'un nouveau projet démocratique dans notre pays, dénué de tous les intérêts partisans, par un dialogue franc et sincère, seront les clés du succès. J'y crois de tout mon cœur et nous pouvons y arriver ensemble, Monsieur le Président et chers frères. Après l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, le Sénégal s'apprête à produire son propre vaccin. Le pays a annoncé la signature d'un accord pour la construction et la production d'un vaccin contre la Covid-19 et les maladies endémiques. C'est l'une des leçons de cette pandémie. Les États africains doivent renforcer leur souveraineté sanitaire. À ce jour, le Sénégal ne dispose que de quelques centaines de milliers de doses de vaccins AstraZeneca et du vaccin chinois Sinopharm. Trop peu pour couvrir les besoins d'un pays qui compte près de 17 millions d'habitants. Avec cet accord qui a été conclu ce vendredi, Dakar va pouvoir produire mais aussi exporter des vaccins anti-Covid. Et cette annonce intervient alors que de plus en plus de voix s'élèvent ici pour dénoncer l'absence de solidarité des pays alliés, des alliés historiques du Sénégal. Les Chinois, les Russes donnent des vaccins. Les autres font, comme ils disent, le nationalisme vaccinal. Même le président Macky Sall a dénoncé ça pendant le week-end. Il a dit oui, on nous parle de coopération, de solidarité, mais même pour les vaccins, ils gardent les vaccins pour eux. Et nous n'avons rien. Et ce sont les autres qui viennent nous donner des vaccins gratis. Ici, l'annonce de cet accord a été plutôt bien accueillie. Le journal Le Quotidien titre même « Le rêve va devenir réalité ». Le site devrait se situer à une trentaine de kilomètres de Dakar et devrait produire 25 millions de doses en 2022. Le site produira aussi d'autres vaccins en dehors des vaccins anti-Covid pour le Sénégal, mais aussi pour le reste du continent. Objectif, permettre à l'Afrique d'accroître sa souveraineté pharmaceutique et surtout ne plus dépendre des importations. Rappelons qu'actuellement le continent importe 99% de ses besoins en vaccins. Et puis au Liban, la situation continue de s'aggraver. Les pharmacies ont lancé une grève généralisée, tandis que les grandes centrales électriques sont aux arrêts pour cause de la non-disponibilité de carburant. Conséquence, une perturbation du réseau de distribution de l'eau, une énième crise dans un contexte où le pays est sans gouvernement et bien stable. Des grilles baissées et des Libanais parfois incrédules. À Beyrouth et dans les grandes villes du pays, les pharmacies ont suivi l'appel à la grève. Alors que les ruptures de stock concernent des centaines de produits, de nombreux pharmaciens se retrouvent incapables de fournir leurs clients en médicaments. Comment pouvons-nous répondre aux besoins des clients? Nous suivons une nouvelle politique qui consiste à acheter les médicaments par paquet afin de servir le plus grand nombre de clients possible. Il semble que la crise s'aggrave de plus en plus. Cette grève des pharmaciens fait suite à l'arrêt des importations de médicaments effectifs depuis plus d'un mois. En cause, de nombreux impayés aux fournisseurs étrangers et le rationnement des devises imposées par la Banque centrale. L'institution financière n'est désormais plus en mesure de fournir aux importateurs des dollars à un taux plus avantageux que celui du marché noir. Un dollar s'échangeant désormais contre plus de 19 000 livres libanaises. Une inflation galopante à laquelle s'ajoutent des pénuries dans tous les secteurs stratégiques. Manque de carburant qui engendre des files d'attente interminables, coupure d'électricité ou encore coupure d'eau. Pour de nombreux Libanais, la situation est de plus en plus compliquée. Assez de tromperies, assez d'humiliation, assez d'oppression. Honte à vous de vous être retourné contre le peuple. Honte à vous. Ils veulent augmenter le prix. Chaque jour, nous sommes humiliés dans les stations-service. Depuis 7 heures du matin, je me tiens ici. Il n'y a pas de crise. C'est ce que les politiciens veulent faire au peuple. Ils humilient les gens. Honte à un pays comme celui-là. Honte à ces politiciens. Alors que le pays affronte l'une des pires crises économiques au monde depuis 1850, la classe politique ne parvient pas à former un nouveau gouvernement. Pourtant démissionnaire il y a 11 mois, Hassan Diab continue de gérer les affaires courantes.
Le chef du gouvernement en appelle aux institutions internationales. Ni ce gouvernement, ni aucun autre gouvernement ne peut sauver le pays de l'impasse sans l'aide des pays frères et amis des institutions internationales. Un appel à l'aide qui concerne notamment l'armée libanaise, tout bonnement incapable de payer ses soldats. Une vingtaine de pays dont la France se sont engagés à débloquer des fonds en urgence pour permettre aux forces de sécurité d'assurer la stabilité du Liban. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. À demain.